Et je commencerai par vraiment féliciter, mais surtout remercier l'auteur. Je pense que Jean-Jacques, vous avez fait le pari, un pari osé, d'aborder un domaine que beaucoup de gens éludent ou évitent, et qui manquait fortement dans l'analyse, dans la recherche qui concerne la République démocratique du Congo. Pari osé surtout que ce travail provient d'un jeune chercheur congolais dans un domaine où une certaine opinion dominante a toujours pensé que l'expertise sur le Congo était l'apanage d'observateurs étrangers. Ce livre apporte beaucoup de réponses, mais pose beaucoup de questions. Je ne vais pas m'attarder vraiment sur le contenu du livre parce que tu es là pour le faire et les gens sont invités à le lire. Mais la question que toi tu me poses, Jean-Jacques, c'est une question à laquelle toi tu as déjà répondu dans le livre. Alors du coup, je me suis demandé à quoi ça servait de m'inviter que de participer à cet exercice. Je vais quand même essayer, pour ne pas te décevoir, d'apporter quelques éléments de réponse. De mon point de vue, la question de l'armée faible ou inefficace au Congo relève davantage de la question de l'État congolais lui-même. En fait, on fait porter à l'armée le chapeau, la responsabilité de tout ce qui dysfonctionne dans l'État congolais lui-même. Tout récemment, j'ai été scandalisé d'entendre deux représentants du gouvernement donner la même réponse à une question après la chute de Goma. Je me suis dit, mais qu'avez-vous fait pour renforcer l'armée quand elle était au front avant que Goma ne tombe? Et les deux m'ont répondu séparément, de la même manière. Nos troupes se sont très bien comportées au front jusqu'au moment où elles ont dû affronter l'armée rwandaise, alors elles ont dû battre en retraite. Je me suis dit, pardon. Et donc, chaque fois que notre armée devra affronter une troupe rwandaise, elle devra battre en retraite. Donc, à quoi ça sert d'avoir une armée si c'est pour battre en retraite chaque fois qu'on affronte une armée étrangère? Et ça pose un vrai problème. Ces problèmes que je situe au niveau de l'État relèvent aussi de l'histoire politique du Congo. Et je pense que dans la conception de l'État au Congo, il se pose un vrai enjeu qu'il faudrait essayer d'aborder pour éclaircir. L'État congolais est le résultat d'abord de la colonisation, et le modèle colonial lui-même était un modèle basé sur un mode opératoire orienté vers l'exploitation et la rentabilisation de la colonie au profit de la métropole. Les successeurs des administrateurs coloniaux n'ont pas su inventer un autre modèle étatique, et nous le préservons, nous le gardons jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que la guerre froide aidant, toute la gestion postcoloniale a évité de reposer la question de l'État, ou mieux, l'État lui-même a été privatisé au profit d'un pouvoir de type néocolonial dont le seul atout consistait à donner le gage de la reproduction ou de la continuation du modèle antérieur. Et dans ce contexte, la force publique qui servait d'abord à assurer ou à protéger cette rentabilité de la colonie va se retrouver après la décolonisation comme un centre, un enjeu majeur de conflit ou de conflictualité entre le pouvoir postcolonial et l'ancien pouvoir colonial. Cette gestion privatisée de l'État, qui va s'aggraver sous le régime Mobutu, dont le parti va devenir un parti État, va conduire un affaiblissement, sinon à une déliquescence générale de l'État postcolonial. Et le processus dit de démocratisation entamé en 1990 venait surtout donner le coup d'estocade fatal à l'ordre, ou mieux, au désordre contrôlé qui était mis en place. La dispute pour le contrôle de ce qui restait des structures étatiques, et notamment les forces armées zaïroises, va plonger le pays dans une série de crises ou de conflits, politiques d'abord et militaires ensuite, et va faire laisser presque un simple territoire non contrôlé ou aux mains des prédateurs de toutes sortes. Champ de bataille pour le contrôle de l'espace et des ressources, champ d'expérimentation aussi de nouvelles stratégies politiques, diplomatiques ou militaires, au détriment des populations locales qui s'accrochent encore vaille que vaille à gérer la tension permanente entre l'appropriation ou la consolidation d'un État qui ne remplit plus ses fonctions et des impératifs naturels de survie. Ici aussi, les forces armées zaïroises, donc Napoléon disait d'ailleurs à l'époque, à ce titre, qu'elles étaient devenues une sorte de roue tournant autour d'une courroie unique qui était le marché de tout, étaient donc devenues progressivement un colosse au pied d'argile,
sur base de nominations tribalisées, de faux complots éventrés, on en a eu l'illustration tout à l'heure, d'exécutions de sabotage des vaillants officiers, parfois très bien formés, des généraux et des colonels affairistes aux businessmen plus qu'officiers, avec comme résultat pas vraiment une guerre gagnée sans appui extérieur. Indiscipline caractérisée, pillage, affairisme, etc. La première guerre du Congo, et Jean-Jacques doit le savoir, ce n'est même pas d'abord celle des années 90-97. Pensons d'abord aux guerres de Chabat. Et vous avez vu que sans l'intervention des troupes françaises, la débâcle des phases était totale. Dans ce processus de chaos organisé, plusieurs acteurs ont trouvé une astuce autrement beaucoup plus efficace aujourd'hui pour satisfaire des appétits qu'un mal opérateur économique peu scrupuleux. C'est la violence comme mode d'exploitation ou de gestion de ressources congolaises. En d'autres termes, pays voisins, acteurs politiques ou économiques locaux, industriels étrangers, groupes mafieux de toutes sortes. On parle souvent des forces rwandaises, mais allez voir dans les groupes armés de l'Est qui les alimentent en armes, ainsi de suite, et qui exploitent ou qui achètent les fruits de la contrebande minière. Ce sont souvent des réseaux mafieux bien visibles, mais qu'on ne nomme pas. Tous ces réseaux vont donc nouer des alliances de diverses natures pour faire converger leurs intérêts et rentabiliser leurs investissements dans un pays devenu self-service. Accords et désaccords de paix, négociations, élections, arrangements politiques interminables participent de ce souci de gagner au maximum en perdant le moins possible au grand dam d'une population condamnée à contempler l'hémorragie ou l'évasion incontrôlée de ce qu'elle continue à considérer comme des richesses ou ces richesses du fait qu'elles sortent d'un sous-sol supposé lui appartenir. Sur le plan militaire, dans un processus de délitement étatique qui a comme parallèle la désintégration progressive de l'armée, les guerres des années 96 à ce jour mettent cruellement à nu l'illusion d'un État souverain sans armée capable de défendre ses prérogatives régaliennes. Depuis les phases de Mobutu jusqu'aux phases des Kabila, cette histoire de débâcle n'arrête pas de se répéter. Et là, quand on parle d'État, on contourne, on détourne même le monopole de l'usage de la violence légitime qui est censé être une caractéristique essentielle d'un État. Et c'est même assez paradoxal dans un pays comme le Congo, où je peux le démontrer par ce si c'est nécessaire, on a quand même réussi à bâtir, je dirais, une sorte d'État-nation, mais l'État-nation qui aujourd'hui est privé de ses bases essentielles qui sont censées assurer sa survie ou sa perpétuation. Mais les évolutions des situations de position dans la communauté internationale ont joué aussi un rôle dans ce délitement des structures étatiques. Pendant les années 90 en particulier, on a surtout privilégié ou prôné des États faibles, ou en tout cas la collaboration avec des entités décentralisées qui sont supposées plus contrôlables, plus transparentes. On a souvent privatisé les fonctions et les prérogatives étatiques et on a laissé se développer une montée en puissance des acteurs privés, parfois mafieux, parfois civils, des ONG qu'on a nommées et beaucoup d'autres structures, en refusant d'investir dans les forces de défense qui sont désormais toutes confondues aux forces de répression, aux mains des dictateurs. Embargo sur les armes, refus d'investir dans la réforme de l'armée, ainsi de suite, sont autant d'erreurs qui sont aussi l'effet de la communauté internationale plus que de la gestion interne de la RDC. Le défi pour les Congo et sa population aujourd'hui, c'est de pouvoir se réapproprier cet espace naturel qui est le sien et dont l'essentiel des ressources lui échappe. C'est toute la structure étatique et même la conception de l'État même qui doit être revue et modernisée ou consolidée. Il lui restera donc à trouver les moyens pour y arriver. En termes militaires, Jean-Jacques préconise qu'on reparte à zéro, une solution à laquelle je ne crois pas parce que sur le plan pratique, c'est pas réaliste. Mais il y a, et il a dit suffisamment, un scandaleux manque de vision politique claire, une absence de leadership, qui fait que si les brassards ont été cafouilleux, si les milices prospèrent, si on continue à brader les grades militaires et qu'on entretient l'incompétence, sinon la malveillance notoire des dirigeants militaires ou politiques, on ne s'en sortira jamais.
Et l'armée, dans ce cadre-là, ne pourra jamais contribuer à consolider l'État au Congo. Pour y arriver, il faut essayer de bâtir d'abord un État solide à l'intérieur de la RDC. Il faut que tout le monde essaye d'y contribuer. Pendant plusieurs années et à plusieurs occasions, on a galvaudé les occasions de réfléchir et de refaire, en tout cas de reconstituer l'État congolais. Pourquoi? Parce qu'on a réduit toutes les crises congolaises à des problèmes de partage du pouvoir. On a cru qu'il suffisait d'avoir un pouvoir élu pour que l'État fonctionne mieux. Il suffisait d'avoir des dirigeants soumis à l'Occident pour que l'État fonctionne mieux, parce qu'ils vont opter pour tempérer. Il suffisait d'eux. Conférence nationale souveraine, dialogue inter-congolais, pré-dialogue, ainsi de suite, et jusqu'aujourd'hui. On va continuer à développer la même approche, résoudre le problème de l'accès au pouvoir sans se demander sur quel État ce pouvoir-là va s'appuyer et quel pouvoir cet État va devoir, ce pouvoir politique va-t-il devoir gérer. Mais qui va le faire? Jean-Jacques a cité des exemples de pays, Turquie, Ghana, Égypte, où l'armée a joué un rôle essentiel dans la construction de l'État. Mais il n'a pas cité des exemples de pays où ce sont les autorités politiques qui ont aussi fait qu'il y ait des armées qui sont au service de l'État. Je pense que c'est les deux côtés de la chose qu'il faudrait voir. Comme vous savez, il ne suffit pas de se proclamer chef ou de se voir confier une telle fonction pour pouvoir l'assumer convenablement. L'art militaire, ça ne s'improvise pas. Il faut une vocation, il faut une formation, il faut de la motivation. Et je pourrais ajouter une équation que j'ai apprise cet après-midi. Ne dit-on pas souvent qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais qu'il y a de mauvais chefs. Et comme toujours, ne dit-on pas souvent que le poisson prépare sa tête. Il ne suffit pas de stigmatiser une autorité particulière. Il s'agit de mettre à nu le système lui-même. Je terminerai par 2 ou 3 petits exemples très factuels. Un chef d'état-major des forces terrestres, accusé d'intelligence avec l'ennemi, est révoqué ou suspendu de ses fonctions. On l'a déjà cité. Un député accusé d'intelligence avec l'ennemi est radié de l'ordre. Je n'ai pas besoin de citer les noms de personnes. N'y a-t-il pas là un problème réel? Si aujourd'hui on dit que ceux qui affrontent l'armée congolaise sont des ennemis et qu'on va négocier avec eux en même temps, sans les radier de l'armée, n'y a-t-il pas là une manifestation symptomatique de quelque chose qui ne va pas? Il me semble qu'aujourd'hui, plutôt que d'accabler tout le temps les seuls militaires, il nous faudrait vraiment poser la question de la gestion étatique tout court et de la question de l'autorité en République démocratique du Congo. C'est seulement à cette condition-là qu'on pourra voir qui peut